Et je vais appeler tout de suite Thomas, il est là, Thomas Boutet, voilà. Et puis, on va avoir de nouveau Pierre pour l'étude. Et on est sur l'ultime tendance. Thomas, on a vu dans l'étude tout à l'heure, Conso, qu'il y avait une question d'approche autour d'offres alternatives. Un exemple pour AXA, hein, je rappelle que vous êtes le directeur de la marque et de la communication extérieure. Externe. Externe. Mais ça marche aussi extérieur. Bonjour à tous. C'était à l'ancienne. Avant, on disait extérieur, maintenant on dit externe. Bon, je crois qu'on a beaucoup rattrapé notre retard, donc on va prendre notre temps. Alors là, je vais essayer d'être rapide, mais nous, si je dois parler d'un exemple concret pour AXA, je parlerai des pièces de réemploi, dont Pascal Demurger a parlé tout à l'heure, et sur lesquelles AXA est leader en France. C'est un sujet qui est un nouveau terrain de jeu et de création de valeur, parce que c'est gagnant 4 fois. Généralement, on fait du win-win, nous, on fait du win-win-win-win. Et donc, c'est gagnant, puisque c'est gagnant évidemment pour les consommateurs, qui vont avoir des pièces plus rapidement et qui vont faire à terme baisser les coûts des réparations, puisque c'est du reuse. C'est gagnant évidemment pour l'entreprise, qui elle-même va avoir un coût de la pièce qui va être évidemment moins fort, et sur son expérience client, va pouvoir délivrer plus vite. C'est gagnant pour l'économie locale, puisqu'évidemment, la pièce de réemploi, elle va venir de casse et elle va faire travailler des peintres automobiles, etc. Et donc, c'est bon pour une économie locale. Et puis, évidemment, et c'est le plus important, c'est bon pour l'environnement, puisque ça va notamment éviter de faire venir une pièce de Chine ou d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est des écosystèmes de valeurs qui sont intéressants et qu'il faut qu'on continue à creuser pour que tout le monde soit gagnant. Eh bien, très bel exemple pour que je puisse justement poser une question à Pierre en lui demandant notamment sur ces questions d'économie circulaire. Est-ce que le modèle justement de l'économie circulaire, ça a des implications pour les marques et pour nos métiers? Effectivement, ça nécessite de réinventer le marketing, en fait. Hein. Le micro bien proche. Ça nécessite de réinventer le marketing. Mais j'ai toujours la même chose, je bouge trop vite et je ne mets pas le micro près de la bouche. Je vais me tenir. Donc, on a mené, en partenariat avec la WFA cette année, une étude auprès de près de 1000 dirigeants marketing ou responsables de la communication, responsables de RSE, de grandes entreprises. Et on est persuadé effectivement que le marketing a un rôle à jouer dans la transformation des modèles économiques. Et d'ailleurs, cette étude donc, qui visait à comprendre où en étaient ces entreprises dans leur transformation durable, quelles étaient leurs motivations et freins pour accélérer, nous a permis d'identifier 5 manières de réinventer un marketing plus circulaire. La première chose, c'est la redéfinition de la valeur au-delà des simples indicateurs business, et donc redéfinition de la valeur au travers des engagements poursuivis. La deuxième chose, c'est le dessilotage de la fonction RSE au sein des entreprises pour qu'elle irrigue l'ensemble des décisions marketing qui vont être prises. La troisième chose, c'est la capacité de l'entreprise à amener des innovations radicales qui prennent en compte ces enjeux environnementaux et sociétaux et faire en sorte que ces innovations radicales occupent une place centrale dans l'offre de produits et services des entreprises, que ce ne soit pas juste une gamme à côté. Quatrième dimension des entreprises qui ont une transformation durable avancée, c'est qu'elles sont engagées dans, au-delà de répondre aux besoins du consommateur, comme fait le marketing depuis des décennies, le marketing va rechercher à impacter l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble de l'écosystème, et ce notamment au travers de partenariats, qui soient des partenariats en interne, mais aussi des partenariats en externe, jusqu'à d'ailleurs avoir des partenariats entre concurrents. Donc ça peut être le cas, par exemple, entre deux partenariats comme Moving On, dont AXA fait partie. Et puis, la dernière chose, c'est des communications qui vont encourager des changements de comportement des consommateurs. On l'a vu dans l'étude Plaisir coupable, on a un peu de mal et on est un peu paradoxaux. Donc effectivement, si les communications des marques peuvent nous orienter vers des comportements plus durable, c'est quelque chose. Et puis aussi proposer de nouveaux imaginaires de consommation aux consommateurs. Donc voilà 5 facteurs d'un marketing circulaire. Thomas, petite question. On voit qu'on a un changement de ligne, hein, on voit que ça bouge. Qu'avez-vous relevé dans les interviews qui ont été faites avec les marques, justement? Alors, quand on a interviewé les patrons de marque, il y a une chose qui était vraiment récurrente, c'était la prise en compte, évidemment, de la RSE, mais aussi de l'impact positif que devait avoir l'entreprise dans son écosystème. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'en fait, ça amène
à une prise de conscience que l'entreprise doit jouer un rôle plus grand que celui pour lequel elle a été créée. Et ça évoque évidemment une double réalité, hein, qui est que l'entreprise a un impact sur l'environnement et donc sur sa manière de concevoir son métier, et elle est elle-même victime quelque part de l'impact des autres sur cet écosystème. Et donc ça, c'est deux points qui sont très importants et qu'il faut absolument prendre en compte. Et ça amène en fait à leur demander d'imaginer l'impact qu'elles auront demain et de bien identifier la valeur qu'elles devront générer pour survivre dans cet environnement. Concrètement, avec quelques exemples, on fait comment ? Et alors justement, et je pense qu'on va surtout parler des exemples pour éviter plutôt pour gagner du temps. Donc le premier point qui est très important, c'est qu'il faut qu'elles repartent du territoire pour penser leurs marques et leurs actions. Et là, il y a 3 exemples vraiment emblématiques qu'on a voulu souligner et qui tous, en fait, quelque part, reprennent conscience que le client n'est pas la seule cible et que l'écosystème humain autour de la marque doit être pris en compte. Si je prends Century 21, qui a mené une collecte de jouets pour les plus démunis dans leurs agences. Ça, c'est un élément qui est intéressant, qui leur permet de recréer du lien dans le local et vraiment d'incarner une posture d'entreprise qui dépasse son rôle uniquement et son métier. Si je prends évidemment Accor, mais ça je vais aller vite, je pense que tout le monde connaît Accor, qui est devenu un lieu de vie dans les villes avec des cours de yoga, etc., qui sont proposés aux gens qui vivent autour de l'hôtel et qui ne sont pas forcément clients de l'hôtellerie. Et puis le troisième qui est intéressant également, c'est SNCF Gare et Connexion, qui a pris les riverains comme cible particulière et donc qui a intégré des commerces de proximité au sein des gares, comme un pressing ou comme un labo médical ou ce genre de choses. Donc vraiment une vie qui se recrée, non pas par l'usage de la marque, mais parce que la marque va proposer comme interaction. Et donc, on en vient à raisonner plutôt sur les bénéfices collatéraux dans toute action que la marque pourrait faire, que l'entreprise pourrait faire. Le deuxième point qui est important, c'est de bien étudier l'impact que l'entreprise et la marque peuvent avoir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est évidemment les fournisseurs, les prestataires, toutes les entreprises qui peuvent graviter autour, puisqu'elles peuvent avoir une forte influence sur la manière dont ces parties prenantes et ces acteurs de cette chaîne de valeur peuvent eux-mêmes s'engager. Et si je prends peut-être... alors, on n'a mis que Enedis ici, mais pourquoi pas Enedis, c'est un exemple vraiment intéressant, puisqu'ils sont dans une démarche, et notamment c'est tout l'engagement qu'ils ont auprès de Paris 2024, ils sont dans une démarche d'électrifier tous les sites événementiels qui, aujourd'hui, tournent sur des groupes électrogènes. C'est évidemment quelque chose qui touche à leur métier cible et métier de cœur, mais c'est également un changement de comportement qui demain peut amener à redessiner la manière dont on conçoit des événements qui aujourd'hui ne sont pas des événements pérennes. Et peut-être du coup le dernier point très important en allant vite, c'est l'aspect d'engagement à se conduire comme des marques citoyennes. Et par le mot citoyen, j'entends à prendre en compte la France, son territoire, ses populations, comme élément constitutif d'un récit national. Et je vous recommande le livre de Raphaël Yorka sur le sujet qui est paru il y a quelques semaines et qui s'appelle Le roman national des marques et qui montre à quel point les marques deviennent constitutives du nouveau roman national dans l'esprit des Français, bien devant les politiques et bien devant d'autres catégories également, et qui donc amène à une nouvelle responsabilité des marques à co-construire cette vision du monde, à la partager et à sortir quelque part de leur propre métier pour refaire du lien et travailler sur ce qui rassemble plutôt que sur ce qui divise. Alors le mot de conclusion sur cette tendance... Le mot de conclusion, peut-être mettre la slide, merci beaucoup. Le mot de conclusion, c'est clairement open, donc travailler des marques dans des dynamiques ouvertes pour mettre toutes les forces en puissance au service de nouveaux modèles de création de valeur et donc de le faire au service d'un collectif positif, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et enthousiasmant. Merci. Bravo messieurs, très clair. J'appelle tout de suite sur scène Cécile Chambaudry, Erwan Lelouet et Isabelle Schlumberger pour la dernière conversation autour d'Extended Values.
Alors Cécile, vous êtes la présidente de Énergie Globale. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Quand on est une marque comme Énergie, en fait, la base pour rayonner sur un écosystème plus large, c'est le thème de cette tendance, est-ce que ce n'est pas finalement votre valeur originelle à Énergie? Alors bonjour à tous, si complètement. Et nous, notre valeur originelle dans le groupe Énergie, qui est un groupe relativement jeune, on peut le dire, qui est né de la révolution des radios libres, ça repose vraiment dans un ancrage vers bondir sur le mot qui a été cité en conclusion, sur le positif, sur le divertissement. Notre raison d'être, c'est vraiment les grandes émotions nous rassemblent. Et donc, on est vraiment dans cette logique d'amener du bonheur aux gens. Et je pense que dans un monde tel que celui dans lequel on est en ce moment, c'est effectivement de quelque chose qui est vraiment très important. C'est pas superflu, c'est le cas de le dire. C'est pas superflu. Et le divertissement, c'est vraiment un besoin clé, essentiel pour les Français. Et ce côté très positif, on le décline aussi bien en radio qu'en télévision, que sur le digital et également dans l'événementiel, puisqu'on va au plus proche de nos auditeurs à travers des événements gratuits que l'on fait pour eux et qui nous permettent vraiment d'avoir une relation, j'allais dire presque les yeux dans les yeux, avec eux. Et c'est tout ça qu'on peut mettre ensuite à disposition, évidemment, des marques annonceurs. Et il faut savoir qu'un écosystème comme le nôtre, ça touche à peu près 46 millions de Français tous les mois, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est un écosystème effectivement qui repose sur des valeurs très positives, enthousiastes, et c'est vraiment ce qui fait le constituant de notre groupe en fait. On va revenir avec vous après. Erwan Lelouet, on a voulu qu'il y ait une marque comme la vôtre, le Gramme, qui soit présent parce qu'on se disait que c'était intéressant aussi de voir qu'il y a des marques qui sont jeunes, qu'on peut qualifier d'entre guillemets de petites marques. C'est si tenté qu'on puisse dire ça parce que c'est quand même déjà une belle marque. Et surtout, qui sont capables également de rayonner sur un écosystème plus large. Vous nous présentez le Gramme parce qu'on a fait un petit slide exprès pour que les gens découvrent la marque. Et puis vous répondez à la question. Vous répondez à la question après. Voilà. Je vais faire mes devoirs. Comment nourrir un écosystème plus large? 2 mots sur le Gramme. Alors le Gramme, en quelques mots, déjà, le Gramme, c'est moi, puisque moi, je l'ai fondé il y a 10 ans. Moi, je suis un designer industriel et un taré de l'objet, du détail. Le Gramme, c'est aujourd'hui une marque de joaillerie qui s'adresse aux hommes. Alors le Gramme, ça coche toutes les cases de complexité où il ne faut pas aller. C'est un marché qui est un marché assez complexe, la joaillerie, qui ces 20 dernières années a vu émerger 2 marques principalement, Dinvan et Messika. Pas tant que ça, au final. Et en plus, ça ne suffisait pas, on s'adresse aux hommes. Donc j'ai découvert assez tard chez ma psy que j'avais une réaction au Prismo Challenge qui était assez prédominante, mais comme on n'est pas là pour parler de ça, du coup j'ai lancé le Gramme, et puis ça répondait aussi à une attente, pour moi en tous les cas. Ça soignait ce côté limite clinique d'attention aux détails, de passer sa journée à travailler sur des millimètres. Le Gramme, c'est une marque qui est présente dans une quinzaine de pays à travers 250 revendeurs et qui est aujourd'hui très omnicanal. On parlait tout à l'heure d'un exemple d'Apple sur le packaging. Le Gramme, c'est ça. Moi, je suis un taré de ça. On adresse autant de détails et d'attention à l'objet et autour de l'objet. Donc le packaging, l'univers de vente, les displays, tous ces sujets-là qui font partie de l'expérience, qui ne s'est pas vu, apprécier tout autant un unboxing et la boîte de ce qu'il aura reçu que le produit. Eh bien, nous, c'est exactement ça. Donc, vous avez dit beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui se sont dites. Moi, je me suis retrouvé dans beaucoup de choses. Nous, on a des valeurs d'authenticité parce que je pense qu'aujourd'hui, le client et le consommateur, c'est ce qu'il attend. Encore plus d'une marque comme la nôtre, qui est plus petite et bien plus petite que les marques qu'on vient de citer et que vous êtes. On est disruptif également, évidemment de par notre nature, puisqu'on doit faire notre place. Et ces valeurs d'authenticité, on les adresse en étant nous-mêmes, c'est-à-dire des tarés du détail. Donc nos clients sont tout autant séduits par le packaging et l'univers qui est autour du produit que le produit. Et alors l'écosystème plus large, vous nous donnez un petit peu de détails parce que je crois qu'il y a une vraie philosophie sur le local, le territoire, les produits, le Made in France. Il y a toute une philosophie. Oui. Maintenant, moi je suis aussi rempli de paradoxes. C'est-à-dire que nous, on fait tout faire en France à 100%. On travaille qu'avec des façonniers français. Pour autant, et on a des engagements durables. J'avais lancé une marque en 2007 qui intègre le développement durable dans la joaillerie. On était les premiers. On était invités par Cartier, par Tiffany, par tout le monde à des conférences et à des tables rondes.
J'en suis revenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une norme en termes d'ADN. Maintenant, ce n'est pas un fer de lance marketing. Aujourd'hui, on achète et on vend des bijoux parce qu'ils sont séduisants et qu'ils sont beaux. Mais il y a quand même cette contribution à l'écosystème. Elle est intrinsèque, Belle valeur. mais ce n'est pas un élément marketing. Non, mais c'est intéressant de voir que justement, c'est pas parce qu'on rayonne sur un écosystème plus global, on ne l'utilise pas obligatoirement dans un contexte marketing. C'est intéressant d'avoir aussi cette posture-là. Oui, c'est ma conviction. Je ne prétends pas avoir raison, mais en tous les cas, oui. Je Non, mais pense qu'on achète vraiment ce genre de produit qui n'est pas forcément de première nécessité, avant tout parce qu'il est beau, qu'il est ensuite au juste prix, en tous les cas qui répond à ses attentes. Et après, si en plus il porte des valeurs d'engagement et de durabilité qui sont à notre époque, pour moi en 2023, c'est une norme que de pouvoir porter ces valeurs. Ben justement, c'est intéressant quand on parle de choses intrinsèques. On va parler de JC Decaux avec vous, Isabelle. Donc vous êtes la directrice générale commerce, marketing et développement. Je voudrais qu'on parle un petit peu de JC Decaux à sa création. C'est une marque emblématique et puis surtout, je crois que c'est pionnière hein, sur cette histoire d'écosystème. Oui, alors C'est bon. Merci. Ah, Oui, pardon. c'est bon, non? Oui. Ouais, génial. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'on a la chance d'être par nature et d'origine une marque écosystémique finalement. C'est vrai que notre fondateur, Monsieur Decaux, il y a 60 ans, donc l'année prochaine, invente une idée qui est l'abribus publicitaire, c'est-à-dire se dire qu'il va réunir dans un même business model des gens qui ne se connaissent pas du tout et qui ne se parlent jamais. C'est-à-dire des collectivités locales, des villes, des marques qui vont financer le fait qu'on puisse installer ces abribus, puis après ces kiosques à journaux, ces systèmes de vélos en libre service, donc du service en ville, et si possible des objets de belle qualité. Et donc, ces gens qui ne se connaissent absolument pas, les collectivités, les territoires et les marques annonceurs, eh bien, grâce finalement au business model inventé, vont travailler ensemble pour rendre une ville plus agréable, faciliter les transports, la mobilité douce avec les vélos, les transports collectifs avec les bus. Et donc, je trouve que c'est formidable et surtout se dire que ce modèle inventé à Lyon en 1964, il a fait le tour du monde. Les abribus font tous la même taille, en tout cas l'affiche 120-176 dans le monde entier à l'exception de la Corée du Sud. Et que voilà, cette invention française née dans une ville, elle est aujourd'hui présente pour nous dans 83 pays et bien sûr dans beaucoup plus de pays aussi. Et ce qui était assez novateur aussi, c'était la manière dont ça s'est construit autour d'une économie de moyens aussi. Alors, c'était une économie, je dis souvent que M. Decaux aurait dû être ami avec, ils se sont peut-être rencontrés, je ne le sais pas, avec Pierre Rabhi, parce que comme il n'avait pas un centime quand il monte son entreprise, il est extrêmement attentif à ce que ce qu'il dépense puisse durer. La vie d'un abribus chez JC Decaux, c'est environ une trentaine d'années. Il tout de suite a l'intuition que s'il investit sur des choses belles, elles seront moins endommagées, moins vandalisées. Il investit dans des produits qui sont en fonte, en verre, en aluminium, parce qu'il sait que ce sont des matières éternellement recyclables. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et donc, il crée finalement ce cercle vertueux un peu d'upcycling où des mobiliers peuvent avoir plusieurs vies successives. Dans le Vélib que vous avez tous connu, ancienne version, l'intégralité du vélo était recyclable dès l'origine, à l'exception du petit catadiopte arrière qui malheureusement, lui, ne l'était pas. Donc c'est vrai aussi que quand vous fondez une entreprise dans une économie de moyens extrêmement réfléchie, ça aide énormément quand il se dit qu'il n'a pas de quoi utiliser l'eau des réseaux d'eau potable pour nettoyer ses abribus et que le mieux c'est de mettre des grandes cuves pour récupérer l'eau de pluie. Bien, il y a 60 ans, il invente déjà quelque chose de très durable. On va y revenir après, parce qu'il y a un autre sujet qui est la contribution à un écosystème plus large. Cécile, vous avez évoqué les valeurs. C'est quelle traduction concrètement pour les marques ?
À travers toutes ces valeurs, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on peut être dans un transfert de valeurs très positives. Quand une marque s'associe à des marques du groupe énergie, il bénéficie de facto effectivement d'un environnement qui est positif, qui est brand safe, qui véhicule des valeurs qui sont plutôt des valeurs aussi qui sont favorables, qui sont efficaces, qui sont favorables à la consommation. Et puis, nous, très clairement, on a aussi travaillé sur, je l'ai entendu tout à l'heure, sur le fait d'aller vers du moins mais mieux. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi d'un point de vue publicitaire. C'est que depuis maintenant 3 ans, on a maîtrisé notre temps publicitaire en le limitant sur la partie nationale à 9 minutes par heure, ce qui permet aux marques, du coup, de beaucoup mieux émerger dans leur environnement publicitaire de nos antennes en radio. Et on le mesure de manière très concrète avec une efficacité qui se retrouve complètement optimisée, une attention qui est plus forte et du coup une envie d'acheter de la part des consommateurs qui est plus importante. On gagne même 18 points, si je peux donner un chiffre, en termes d'intention d'achat. Donc notre volonté Less is more, il faut quand même remettre ça dans son contexte. Au départ, c'était vraiment une envie d'aller vers plus d'équilibre entre l'éditorial, ce que je vais appeler l'éditorial au sens large, et la publicité, parce qu'on pensait être allé très loin dans la démarche finalement de temps publicitaire. Et cet équilibre, d'ailleurs c'est un mot qui revenait tout à l'heure, on voit qu'il est vertueux. Il est vertueux parce que le contrat d'écoute s'en trouve renforcé avec nos auditeurs. On a des audiences qui sont en progression. D'ailleurs, il y a la médiamétrie qui est tombée ce matin pour la petite histoire. Et effectivement, on voit que nos marques se portent très bien, toutes les 4, sur la radio. Et effectivement, du coup, pour vous, marque annonceur, c'est effectivement une attention qui est supérieure. Donc, on est dans un cercle vraiment vertueux de notre point de vue. Et ce qui fait très plaisir, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est qu'on voit qu'on a maintenant nos concurrents qui nous emboîtent le pas. Et ça, je trouve que c'est très positif par rapport à l'ensemble du média radio et par rapport à ce que, l'efficacité générale du média. Erwan, une petite question pour vous. Comment votre approche finalement, qui est assez engagée, parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie volonté d'assumer en fait ce que vous êtes, comment vous la délivrez vis-à-vis de vos clients ? Alors, on essaye de la délivrer de manière authentique. Je trouve ça très intéressant l'anecdote sur JC Decaux. Merci beaucoup parce que j'apprends ce soir. Et je me suis permis de vous dire ça tout à l'heure parce que chez nous, c'est vrai que c'est un peu facile pour moi, mais on a un produit qui par essence est durable. Oui. Il a une ACV, une analyse de cycle de vie qui est très bonne en réalité, puisqu'un bijou est très pérenne et se transmet, même le cas échéant. En réalité, nous, comment est-ce qu'on essaye de le traduire ? Moi, mon métier, c'est de créer de la valeur ajoutée autour d'un fil d'argent. Et on est là pour séduire et pour permettre à nos clients de séduire. Donc nous, on le fait avant tout à travers de la séduction et de l'authenticité, comme je vous le disais tout à l'heure. Et après, en interne, on le fait. Tout à l'heure, j'ai entendu une valeur qui, moi, me parle, qui est la valeur d'écoute. Moi, j'ai une anecdote, c'est que on a à peu près une 40aine d'employés. Et nos consommateurs, donc on est très omnicanal, on a un e-shop qui fait 27% du CA. Et nos consommateurs en direct, nos clients directs, tous les litiges, j'ai demandé à mes équipes de pouvoir avoir les coordonnées de chaque litige, de chaque client. Et là, on m'a regardé, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quoi ? Enfin, certains sont vraiment relous. Enfin, tu vas... et je leur ai dit, écoutez, pour moi, les clients mécontents, déjà, ça m'a tellement coûté d'acquérir ces clients, il est hors de question que j'accepte de les perdre. Et ensuite de ça, j'ai jamais autant appris qu'en étant en contact avec ces clients, et ça m'a permis de les surprendre positivement derrière. Donc ça me prend du temps. Pas plus tard qu'hier, j'étais sur mon vélo en rentrant chez moi, j'étais avec un client qui avait eu 4 bracelets cassés. Ça fait beaucoup. Le même client. Et ça arrive parce que c'est de l'artisanat, parce que on est à la frontière entre l'industrie et l'artisanat, et parce que souvent, le même numéro aura tous les problèmes. Ça arrive. Il s'avère qu'on a créé un lien assez fort durant cet échange, que j'ai fini par poser mon vélo, faire attendre mes fils et rester avec lui parce que j'ai passé un super moment. Ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, cette valeur-là et la valeur d'écoute, elle est bénéfique, et elle est bénéfique pas simplement pour la marque, mais je pense aussi pour l'équipe sur un plan managérial. Et au même titre, tout à l'heure, je disais que ce n'était pas forcément un élément de séduction principal en conquête de clients. En revanche, je reste assez convaincu que c'est un élément essentiel pour animer une communauté
et surtout pour permettre de travailler tout ce qui est repeat business et justement faire adhérer ses clients, ses premiers clients, à une dynamique de marque, à une histoire de marque. Ouais, en fait, on est sur un vrai partage de valeurs, en fait. On essaye. On essaie. On y arrive pas mal, j'ai l'impression. Isabelle, il y a aussi un autre sujet hyper important, parce qu'on parle d'écosystème plus large, hein, ça s'appelle Extended Values. C'est tout cet apport, je dirais, pour des entreprises partenaires, mais également les territoires et autres. Donc tout ça, qu'est-ce que ça donne, pardon? Oui, c'est vrai qu'on est à la fois une entreprise globale, puisque finalement maintenant, voilà, presque 60 ans après sa naissance, l'entreprise, elle fait partie du top 25 des entreprises mondiales quand on les classe en termes de chiffre d'affaires publicitaire. On n'est que 2 Européens, hein, le groupe RTL et JCDecaux, eux à la 23e place, nous à la 25e. Donc j'espère qu'on va tenir pour voilà, continuer à porter haut les couleurs européennes dans ce classement. Tout le reste est américain et chinois, hein, juste pour la petite histoire. Et dans chaque pays où on est présent, au Pérou, en Afrique du Sud, en France, en Pologne, dans les pays baltes ou en Chine, on est toujours très local. Hein. On travaille avec des collectivités, des sociétés de transport dans le pays. Une grande partie de nos annonceurs sont bien sûr des annonceurs nationaux, locaux. Et ce qu'on n'a sans doute jamais assez dit, c'est quand on investit 1 euro chez JCDecaux, en moyenne, combien repart dans les territoires. Et en fait, c'est 40 centimes dans chaque euro investi chez JCDecaux qui repartent dans les territoires et dans le financement de ces territoires et le budget des collectivités ou des autorités de transport. Ça crée des liens extrêmement forts avec ces collectivités et ces autorités de transport. C'est aussi des emplois indirects. Un emploi chez JCDecaux dans un pays, c'est en France 3,6 emplois. Donc c'est aussi tout un mariage finalement territorial extrêmement important. Et je crois profondément que tout ce travail qu'on fait avec, si je prends la France par exemple, nos 1700 fournisseurs, la plupart d'entre eux sont, je crois qu'il y en a plus de 70% hein, qui sont des TPME vraiment. Hein, on parlait d'artisanat, mais il y a des centaines de pièces hein, dans un abribus et il y en a des milliers par exemple dans un kiosque à journaux. Donc on a des toutes petites entreprises qui travaillent avec nous. Et Extended Value, c'est quand on passe au scope 3, donc bien évidemment dans notre trajectoire carbone, c'est d'emmener ces 1700 entreprises avec nous pour réduire, bien sûr, éco-concevoir, c'est tellement essentiel parce que si c'est bien éco-conçu, c'est déjà plus facile de réduire les consommations, d'être toujours meilleur sur ces thématiques. Et je trouve que voilà, d'embarquer avec nous toutes ces entreprises, c'est vraiment de l'extended value, vraiment, de façon profonde. Alors pour terminer cette discussion, on va boucler la boucle avec ce que disait Pascal Demurger au début, notamment autour de l'humain. Là, on va parler de l'interne. Cécile, c'est un sujet majeur, hein, l'écosystème interne pour vous et l'humain. Finalement, c'est au cœur de vos valeurs et puis au cœur, allez, on va le dire, d'un rôle social. Oui, complètement. Et puis, on croit effectivement à la valeur du collectif. Hein, et c'est pour ça qu'en particulier au niveau de la régie publicitaire, on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse à ce qu'on devait être demain et justement au service qu'on devait être en capacité de proposer aux différentes marques. Et pour ça, on a mis en place un programme interne où on a fait appel aux volontaires pour réfléchir, donc volontaires des équipes qui sont mobilisés pour réfléchir à travers des séminaires et des ateliers qu'ils ont animés eux-mêmes à ce qu'on pouvait mettre en place pour être plus pertinent demain. Donc c'est ce qui nous a permis déjà de développer un collectif. Donc vous avez peut-être vu, on l'a annoncé, le collectif Jean-Paul, du nom de notre fondateur, parce que nous aussi on a la chance d'avoir un fondateur qui est quelqu'un d'extrêmement visionnaire. Et les équipes avaient envie justement que ce collectif porte le nom de celui qui avait fondé la maison et qui continue d'être à la manœuvre avec toujours sa vision, son enthousiasme et ce côté positif qui est viscéralement en lui. Donc oui, tout ce qui est humain, c'est pas des mots, ça doit se concrétiser effectivement de manière très réelle dans ce qu'on peut mettre en place au sein de l'entreprise. Erwan, je crois que pour vous aussi, hein, l'humain, ça résonne clairement.
Oui, complètement. Alors, mais moi, avant ça, vous m'avez complètement séduit avec un abribus. Et du coup, je suis très jaloux. Ils ont beaucoup de chance de vous avoir chez JC Deco. Je suis très. Je suis Et je pense décontenancé. Mais qu'on vous m'avez partage réellement beaucoup, séduit avec vos on abribus. partage beaucoup Mais de oui, valeurs, je pense, sans le savoir. J'ai beaucoup c'est vrai. appris, ça m'a vraiment séduit. Merci Patrick de nous. Voilà. Il y a un côté Plus entremetteur. sérieusement, chez Alors, nous. la oui. petite anecdote, c'est que je suis client du Gramme et qu'en fait, on va raconter quand même la vraie histoire. Et on se retrouve dans la même salle de sport. Et lorsqu'on a discuté de ça avec Karine, on a dit qu'il faut absolument amener une Génial. marque un petit peu différente parce qu'on Disruptive. pense que ça va bien se passer. Voilà. Donc l'humain justement. Alors, l'humain chez nous, alors nous, je clôturerai sur le mot qui a été employé tout à l'heure et dans lequel je me suis complètement retrouvé, c'est le paradoxe. Le paradoxe de cette génération. Alors, c'est une génération qui est quand même délicieusement complexe, la génération des moins de 30 ans. Alors nous, dans notre équipe, c'est quand même une majorité. En quête de bonheur, d'intégrité et de valeur, et pour autant, sans aucune sensibilité en termes d'action à ces sujets. C'est-à-dire que j'exagère un petit peu, non, et mais je m'inscris en troublion, mais exprès. Il faut, c'est l'intérêt. Il y a une réelle complexité et un réel paradoxe, c'est-à-dire qu'ils y sont réellement sensibles et en effet, ça leur parle. Pour autant, dans les faits, nous, on a mis en place la politique du salarié actionnaire. Ça n'a pas du tout fonctionné. Mais du tout. Ils ne se retrouvent pas, ils ne se projettent pas. Et on en revient certainement à une des jeunes étudiantes de Sup de Pub qui parlait d'immédiateté. En fait, la projection d'un plan de BSPCE ou d'action, c'est beaucoup trop long terme pour eux. Ça ne leur parle pas. Donc c'est très paradoxal. Du coup, on a été amené en interne à être assez décontenancé face à ça, en se disant, mais de quelle manière est-ce qu'on a une liste d'engagement, même sur nos contrats de travail, ça fait partie de nos valeurs, pour le coup. Mais pour autant, celles-ci, voilà, ils vont beaucoup plus valoriser le fait de participer à hauteur d'un certain montant pour une salle de sport ou des engagements culturels. Aller au théâtre tout de suite, quoi. Globalement, c'est ça l'idée. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas ma position, mais il y a un Non, réel je dis paradoxe. pas ça. Je pense que c'est un vrai constat. On l'a vu tout à l'heure quand on a parlé justement des étudiants qui avaient une approche qui était très claire. En fait, ils étaient très honnêtes. Hein. Et on se rend compte effectivement que l'instantanéité, c'est un truc qui est extrêmement important aujourd'hui pour eux. Oui, c'est très fort. En tous les cas, sur le plan managérial, c'est vrai que c'est assez c'est particulier à manager. C'est pas gentil d'avoir ri. Non, c'est Isabelle, la valeur sociétale. Allez, c'est dans l'ADN. On va dire que c'est aussi dans l'ADN. Alors c'est vrai que c'est aussi dans l'ADN parce que si aujourd'hui on a entre 94 et 96% de nos 11 000 collaborateurs en CDI dans le groupe, c'est aussi parce que notre fondateur avait tout de suite misé sur l'humain. Vous connaissez tous les petites camionnettes JC Deco. Il y en a dans tous les pays. Et dans la petite camionnette, il y a un agent d'exploitation. Ils sont organisés maintenant en îlotage. C'est-à-dire que, par exemple, dans le 9e arrondissement à Paris, il y a 19 collaborateurs qui vont travailler que le 19e arrondissement. Tous les abribus, tous les kiosques à journaux, toutes les colonnes Maurice, les madrapeaux, enfin tous les objets que vous connaissez. Et donc, il y a une proximité dans les territoires avec les consommateurs, avec les citoyens, avec les administrés, qui est quelque chose de très fort. Et bien évidemment, avec toutes les marques locales, le tissu local du centre-ville qui fait vraiment partie, bien évidemment, de nos annonceurs. Ce qu'il faut vraiment dire, et je crois que Pascal Demurgil l'a dit tout à l'heure, on a la grande chance d'être une entreprise qui, certes, est aujourd'hui cotée en bourse depuis 20 ans, mais est une entreprise familiale où la famille a encore à peu près les 2 tiers du capital, qui a eu des hauts, qui a eu des bas, que même quand il y a eu des bas, c'est une entreprise qui n'a jamais cédé aux sirènes on va sortir un paquet de monde et puis on va se rationaliser d'une façon, par exemple, plus centralisée. C'est la grande mode des années 80, par exemple. Nous, on a gardé, si je prends le territoire français, 60 lieux dans lesquels nous avons des collaborateurs en France. 60, c'est pas mal pour une entreprise B2B. Ça aurait été très facile de dire, allez, dégagez-moi tout ça et on va garder une quinzaine de lieux. Non, il nous semble très important d'avoir des gens basés à Valenciennes, basés à Périgueux, basés à Colmar. C'est essentiel, nous le pensons, pour être au plus proche des territoires. Et
Je trouve qu'on passe beaucoup de temps, tous ensemble, à parler en ce moment des dimensions environnementales, des trajectoires de nos entreprises. Chez nous, la taxinomie verte européenne, c'est déjà 50% de notre chiffre d'affaires, donc on en est content. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on passe aussi beaucoup de temps, parce que c'est ce qui fera le futur de nos entreprises. Et quand Pascal Demurger parlait d'une situation, et plus particulièrement dans notre pays, à la limite de l'explosif, Oui. il est essentiel qu'ensemble, vraiment, on se dise voilà, comment sociétalement, comment socialement on peut avoir un impact très concret. Et c'est vraiment, ce sont des valeurs qui pour nous sont au même niveau que les ambitions environnementales chez JC Decaux. Ben, merci à tous les trois, c'était passionnant. Moi, je retiendrai quand même qu'il y a une très belle ouverture. En fait, je retiendrai, et c'est d'ailleurs le mot-clé qui a été retenu sur ce thème, qui est le thème de l'ouverture.